Bonjour, et bienvenue à cette 70e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons explorer en détail comment se fabriquer une alimentation variable, en tension continue et stabilisée, de 5 à 15 volts. Installez-vous confortablement car cette présentation se veut très instructive. Je détaillerai tout ce qu'il y a d'essentiel à connaître pour savoir comment transformer une tension continue en tension stabilisée. Comment réaliser une alimentation variable et stable, étape par étape. Comprendre chacune de ces étapes, tout en découvrant le rôle de chaque composante utilisée dans ce projet. Apprendre à utiliser les principales formules pour calculer les valeurs essentielles afin d'obtenir une alimentation de très bonne précision. Au cours de cette 70e édition, et pour donner suite aux 68e et 69e éditions où nous avons détaillé comment transformer une tension alternative sinusoïdale en tension continue. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude en transformant une tension continue en tension stabilisée. Pour ce faire, nous allons réaliser une source d'alimentation stabilisée, digne de ce nom. Cette alimentation pourra certainement vous être très utile pour alimenter vos futurs projets d'études car elle vous fournira toutes les tensions les plus couramment utilisées. Je parle ici d'une alimentation variable, capable de vous fournir des sorties de tension de 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts et 15 volts stabilisées, à une intensité de 3 ampères. Cette alimentation sera équipée de quelques sécurités, entre autres, d'un dispositif avertissant en cas d'une charge dépassant les 3 ampères, d'une protection en cas de court-circuit ou de dépassement des 4 ampères et, de protection, en cas d'inversement de polarité. Je commencerai l'explication de ce projet avec cette première partie du schéma. Nous avons ici une source d'alimentation provenant du secteur. C'est une source de tension de 220 volts à 50 Hz, ou de 115 volts à 60 Hz selon le continent. Avant que cette tension n'atteigne le primaire du transformateur, T1, elle passera d'une part, par l'interrupteur, S1, et de l'autre part, par F1, un fusible de 1 ampère. Le rôle de S1 est d'allumer ou d'éteindre notre alimentation. Celui de F1 est de protéger notre transformateur, T1, en cas de défectuosité du pont redresseur. Comme le schéma nous le montre, la sortie secondaire de notre transformateur délivre une tension alternative de 17 volts, avec un courant de 5 ampères, et n'a pas de point du milieu, donc, pour obtenir un redressement en double alternance, j'utiliserai un pont de diode. Ce pont de diode nommé BR1, que j'ai choisi, est un pont redresseur de 6 ampères à 400 volts. La raison de ce choix c'est qu'il est très populaire et on le retrouve dans beaucoup d'appareils récupérés. Mais j'aurais très bien pu opter pour un pont redresseur de 5 ampères à 50 volts, ou une combinaison de 4 diodes, ayant les mêmes propriétés. Ceci dit, et comme on s'en doute déjà, je relie les sorties du secondaire de T1, aux deux broches d'entrée identifiées, AC, du pont redresseur. Par ces branchements, je viens de transformer la tension alternative de 17 volts, en tension pulsée et redressée de 17 volts efficace, moins 1,4 volts, qui correspond à la chute de tension provoquée par le pont redresseur, ce qui nous donne une tension pulsée en double alternance de 15,6 volts. La prochaine étape consiste à lisser cette tension pulsée en double alternance, pour en faire une tension continue. Pour y arriver, je placerai un condensateur électrolytique aux sorties positives et négatives de BR1. La valeur de ce condensateur a été établie par la formule présentée dans la 69e édition qui expliquait comment calculer la valeur minimale d'un condensateur électrolytique à placer après le redressement. Donc, j'ai pris 17 volts, moins 1,4 volts correspondant à la chute de tension provoquée par le pont redresseur, ce qui m'a donné la valeur de la tension redressée qui est égale à 15,6 volts. Ensuite je prends 15,6 volts, divisé par l'ampérage maximal que pourrait demander mon circuit à alimenter, que j'ai estimé à 5 ampères. Ce qui me donne la valeur de la résistance de charge maximale en ohms, qui est égale à 3,12 ohms.
Étant donné que j'utilise un redressement en double alternance, j'ai divisé cette résistance de charge par la valeur fixe de 20 000. Après cette dernière division, cela me donne la valeur théorique minimale de 6410 microfarads. Cette valeur théorique n'est pas une valeur normalisée. J'utiliserai donc la première valeur normalisée qui lui est supérieure, qui sera de 6800 microfarads. C'est la valeur du condensateur, C1, que je place après le redressement pour obtenir une tension parfaitement continue. Déjà à ce niveau, on a transformé la tension alternative de 17 volts efficace, en une tension continue de plus ou moins 22,5 volts, d'un courant de 5 ampères. Poursuivons ce montage. J'ajoute une première LED, de couleur verte, ici nommée PW LED. Elle servira de témoin d'alimentation, et devra s'allumer dès la mise en marche de l'alimentation. Ici, j'ai déjà relié son anode, à la jonction positive de C1, et du pont redresseur, BR1. Étant donné qu'aux bornes de C1, se trouvera une tension de plus ou moins 22,5 volts, on ne peut relier directement sa cathode au négatif de C1, sinon, elle grillerait instantanément. On doit réduire le courant provenant de C1, de manière à protéger cette LED. J'ajoute donc R1, une résistance de 1,2 kΩ. Comment as-tu arrivé à cette valeur, de 1,2 kΩ? C'est très simple. Je vais t'expliquer. Pour calculer la valeur de la résistance à placer en série à une LED, tu dois d'abord connaître trois choses, qui sont la tension de l'alimentation en volts, la tension de la LED aussi en volts, et l'intensité de la LED en ampères. Dans ce cas-ci, la tension de l'alimentation représentée par U1 est de 22,5 volts. C'est la tension continue aux bornes de C1. La tension de la LED représentée ici par UL est de 2,2 volts. Et l'intensité de la LED représentée par IL est de 20 mA, soit de 0,02 ampères. Ensuite, tu utilises cette formule. Elle se lit ainsi: la résistance, R1, est égale à la tension de l'alimentation, moins la tension de la LED. Ensuite, tu divises cette différence par l'intensité de la LED. Ainsi tu obtiendras 22,5 volts, moins 2,2 volts qui est égal à 20,3 volts, que tu divises par 0,02 ampères. Cela te fournit la valeur théorique en ohms de la résistance à placer en série avec la LED qui est d'après nos calculs, égale à 1015 ohms. Cette valeur théorique de 1015 ohms n'est pas une valeur normalisée, tu utiliseras la première valeur supérieure normalisée qui sera de 1,2 kΩ. Et pourquoi la valeur standard supérieure, et non pas inférieure? Si tu utilisais la valeur normalisée inférieure qui serait de 1 kΩ, cela fonctionnerait aussi, mais cette valeur provoquerait un léger dépassement de l'intensité appliquée à la LED qui serait de 21 mA. Cela n'est pas assez pour endommager la LED mais réduira sa durée de vie. Par contre, en plaçant une résistance légèrement au-dessus, soit de 1,2 kΩ, R1, ne laissera passer que 17 mA vers la LED. C'est préférable car la LED brillera quand même parfaitement, tout en la protégeant mieux en cas de surtension. De plus, en chauffant moins, sa durée de vie en sera prolongée. D'accord, j'ai très bien compris. Parfait. Revenons à notre schéma. J'ai placé une résistance de 1,2 kΩ nommée R1, dont une de ses extrémités est connectée au négatif de C1, et l'autre extrémité, à la cathode de la LED. Cette première LED que j'ai nommée PW LED, a le rôle de nous indiquer si l'alimentation est branchée au secteur, et que l'interrupteur S1 est en position marche. Lorsque cette LED verte est allumée, cela indique que l'alimentation est allumée. Ne t'étonne pas si cette LED reste allumée encore quelques secondes même après avoir éteint ou débranché l'alimentation du secteur. C'est dû au fait qu'elle est connectée directement au condensateur C1. Ce dernier prendra un certain temps avant de se décharger en bas du seuil d'excitation de la LED qui correspond soit à une tension inférieure à 1,6 volts, ou d'un courant inférieur à 0,006 ampères. Dans cette alimentation, j'ai prévu quelques protections, soit pour les surcharges, soit pour les inversions de courant, soit pour les courts-circuits. Par exemple,
Le fusible F1 protège le transformateur. C'est la toute première sécurité, mais certainement la toute dernière à réagir. En fait, les deux seules possibilités capables de faire disjoncter F1 sont un court-circuit au niveau du pont redresseur ou du condensateur, C1. Ou bien, un défaut de fabrication dans l'enroulement primaire ou secondaire de T1. Pour la seconde sécurité, j'ajoute une seconde LED, cette fois de couleur rouge. Je l'ai nommée OL-LED, pour Overload. Comme pour la première LED, je relie son anode au positif de C1. Et lui ajoute à sa cathode une résistance de 1,2 kΩ nommée R2. Pour les mêmes raisons, même formule et même calcul que pour R1. Le rôle de cette LED sera de nous avertir en cas d'une surcharge ou d'un court-circuit à la sortie de l'alimentation. C'est-à-dire, si l'on relie à la sortie de l'alimentation, une charge qui dépasse l'ampérage maximal qu'on aura prédéterminé, cette LED s'illuminera pour nous en avertir. Dans ce cas-ci, j'ai déterminé une charge de 3 ampères. Tant et aussi longtemps que cette limite de 3 ampères ne sera pas dépassée, cette LED restera éteinte. Pour que cette LED puisse remplir ce rôle, elle sera commandée par un transistor NPN, en mode commutation. C'est un transistor, BC547, nommé Q1. Le rôle de ce transistor sera de commander cette seconde LED, comme le ferait un interrupteur. Je relie le collecteur de Q1 à R2, tandis que l'émetteur de Q1 sera branché au négatif de C1. Comme on l'a déjà expliqué dans le passé, pour que Q1 passe du mode bloqué au mode passant, et puisse jouer le rôle d'interrupteur, la base de Q1 doit être suffisamment alimentée. Sans pour autant trop l'être, sinon, cela endommagerait le transistor. Pour y arriver, je place à la base de Q1, une résistance de 1 kΩ nommée R3. Ici, je ne détaillerai pas comment calculer la résistance de base de Q1, car nous avons déjà publié une présentation très explicite au cours de la 58e édition, qui montre comment calculer la résistance de base d'un transistor bipolaire en fonction commutation. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai ajouté un lien dans la description de cette vidéo qui vous y amène directement. Il faut maintenant pouvoir alimenter la résistance de base de Q1, R3, de manière à détecter le niveau maximal du courant qu'on autorisera à la sortie de l'alimentation avant que la LED commandée par Q1 ne s'illumine. C'est exactement le rôle des deux prochaines résistances sensitives, RS1 et RS2, de 0,47 ohms, d'une puissance de 3 watts chacune, branchées en parallèle d'une part, avec le négatif de C1, et de l'autre avec R3. Ces deux résistances ainsi placées en série sur la ligne négative, ont le rôle de shunt de mesure. En électricité, un shunt est un dispositif de très faible impédance relative à la charge qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique en utilisant très peu d'énergie. Ces résistances permettront de mesurer le courant électrique les traversant. La valeur de ces résistances doit être connue avec précision et la tension générée aux bornes de la résistance doit pouvoir être négligée, impliquant une faible valeur de résistance. Ici, on a deux résistances de 0,47 ohms, montées en parallèle. Comme il s'agit de deux résistances de même valeur, pour connaître la résistance totale, on n'a qu'à diviser 0,47 ohms par 2. On obtient la valeur de 0,235 ohms. Pour résumer, en plaçant ces résistances shunt en série avec la ligne négative, elles agissent comme une passerelle capable de supporter le passage du courant lorsque l'on appliquera une charge à la sortie de l'alimentation. Plus cette charge sera élevée, plus une tension positive augmentera entre les bornes de RS1 et RS2. Comme il s'agit d'une très faible impédance, elles laisseront passer une très faible tension. Cette faible tension reliée à R3 alimentera la base de Q1. Il faudra appliquer une charge d'au moins 3 ampères à la sortie de l'alimentation pour que cette tension appliquée à la base de Q1 soit suffisante pour le rendre passant. Si cela se produit, la LED rouge va s'illuminer nous indiquant qu'un dépassement de 3 ampères ou qu'un court-circuit est appliqué à la sortie de l'alimentation. Nous y reviendrons un peu plus en détail à mesure qu'on développera ce schéma. Une alimentation n'est jamais trop protégée. Aussi, j'ajouterai un fusible disjoncteur de 4 ampères nommé F2 à la jonction des résistances shunt.
Comme tu l'as sûrement déjà deviné, ce disjoncteur protégera l'ensemble de l'alimentation au cas où se produirait une défectuosité au niveau des autres sécurités et que la charge dépasserait les 4 ampères. Cette protection est facultative, mais elle peut toutefois réduire les dommages à ce fusible en cas de surcharge prolongée. L'autre extrémité de F2 ira directement rejoindre le connecteur noir de la sortie de l'alimentation, en identifiant par la même occasion qu'il s'agit du terminal négatif. En parallèle à ce fusible, j'ajoute une résistance de 1,2 kΩ nommée R4, reliée à la cathode d'une troisième LED témoin, nommée PR-LED, pour Power Reset. Tandis que l'anode ira rejoindre l'autre extrémité de F2. Comme on le sait, le courant circule toujours par le chemin le plus facile. Ici, c'est le disjoncteur F2 qui offre le moins de résistance. Donc, tant et aussi longtemps que ce fusible est passant, tout le courant passera par F2. Mais si F2 a disjoncté, il n'offrira plus la moindre résistance et le courant passera dans sa totalité par le seul chemin qui lui reste, c'est-à-dire R3 et la LED témoin, de sorte qu'elle s'illuminera pour informer que F2 a disjoncté et doit être réamorcé. À ce stade du montage, on a déjà une alimentation positive, en tension continue, non stabilisée de 22,5 volts, d'une intensité maximale de 4 ampères et capable de nous informer en cas de dépassement de 3 ampères. C'est très basique comme alimentation. Cette première capture du simulateur nous montre cette partie de l'alimentation lorsque sa sortie est soumise à une charge d'un courant dépassant légèrement les 3 ampères. On peut voir que la LED témoin de surcharge est illuminée pour nous indiquer un dépassement de 3 ampères. Aussi on voit que le fusible F2 tient le coup car sa LED témoin reste éteinte. En augmentant la charge appliquée à la sortie de l'alimentation, de manière à dépasser les 4 ampères, le disjoncteur F2 remplit son rôle de protection et disjoncte. Sa LED témoin s'illumine pour nous indiquer que F2 a disjoncté, tandis que la LED témoin de surcharge s'éteint car il n'y a plus de courant à la sortie, donc, plus de surcharge. Cependant la première LED verte reste illuminée, témoignant que l'alimentation est toujours sous tension, ce qui signifie que le fusible F1 est toujours passant et que l'interrupteur S1 est encore en position marche. Revenons à notre schéma. Comme je le disais, si je m'arrêtais à cette étape du montage, on aurait une alimentation standard, non stabilisée, délivrant une parfaite tension continue de 22,5 volts à 4 ampères, délivrant une puissance maximale de 90 watts. Capable de nous avertir en cas de dépassement des 3 ampères. Mais on ne s'arrêtera pas là. L'idée de départ étant de réaliser une alimentation stabilisée, d'au plus 4 ampères, et ceci, tout en nous offrant la possibilité d'avoir accès à des tensions stables et variées parmi les voltages les plus utilisés. Pour y arriver, on aura besoin d'un circuit intégré de type stabilisateur de tension, ou communément appelé régulateur de voltage. Ici j'ai privilégié le circuit intégré LT1083, capable de supporter un courant de sortie maximal de 7,5 ampères. Observez bien chacune de ces broches. La broche 1, ici nommée ADJ, qui signifie en anglais Adjust. C'est la broche de réglage qui déterminera la valeur de la tension de sortie stabilisée parmi celles que j'ai choisies. Soit 5, 6, 9, 12 ou 15 volts. Nous devrons appliquer sur cette broche une tension de référence qui sera déterminée par des diviseurs de tension. La broche 2, c'est la sortie de voltage, sur laquelle on prélèvera la tension continue stabilisée. Et la broche 3, c'est la broche d'entrée de la tension continue positive délivrée, entre le positif de C1, et le négatif à la borne de sortie du fusible, F2. Approfondissons un peu nos connaissances. La première chose à savoir c'est, comment fonctionne le circuit intégré stabilisateur de tension, le LT1083. Tout d'abord, ce type de régulateur est ajustable grâce à 2 résistances formant un diviseur de tension, placé entre le commun, la broche 1, et la broche 2. Que devons-nous savoir avant de débuter nos calculs? Le LT1083 développe une tension de référence de 1,25 volts entre la sortie et la borne de réglage. Notre point de départ, selon la fiche technique du fabricant,
c'est la tension typique à appliquer aux bornes 1 et 2, qui est de 1,25 volts. Ensuite, l'intensité du courant de la broche de réglage qui tourne autour de 55 microampères. En plaçant une résistance, R1, entre ces deux bornes, un courant constant est amené à circuler à travers R1, et vers le bas, via R2, pour régler la tension de sortie globale. Normalement ce courant est le courant de charge minimum spécifié, qui est de 10 mA. Parce que le courant à la broche de réglage est très petit, et constant, de l'ordre de 55 microampères, par rapport avec le courant passant par R1, cela représente une petite erreur et peut généralement être ignoré. Seulement, dans mes calculs, j'en tiendrai compte. Prenons pour étude ce modèle de base, d'un circuit régulateur de voltage basé sur le LT1083. Les premières informations à connaître sont les spécifications de base du constructeur pour déterminer si ce circuit intégré peut convenir à nos besoins. D'après sa fiche technique, il peut supporter une tension d'entrée maximale de 30 volts à sa broche 3. Cela nous convient en ce qui concerne sa tension d'entrée car il sera alimenté par une tension continue de 22,5 volts. Ensuite, un autre critère important à connaître, c'est la valeur du courant maximal qu'il peut supporter à sa sortie. D'après sa fiche technique, il supporte un courant allant jusqu'à 7,5 ampères. Encore là, c'est plus que suffisant car on ne lui demandera jamais plus de 4 ampères. De ce fait, le LT1084 ferait tout aussi bien l'affaire car il supporte jusqu'à 5 ampères. Si j'ai choisi le LT1083, qui dépasse amplement mes exigences, c'est tout simplement parce que j'aime les alimentations robustes, bien protégées, précises et capables de répondre aux exigences expérimentales de laboratoire d'études. Poursuivons. Comme nous le savons maintenant, le LT1083 développe une tension de référence de 1,25 volts entre la sortie et la borne de réglage. Ainsi nous connaissons la tension de référence, U3, qui sera appliquée à R1. Comment obtenir la valeur de R1? Nous savons déjà que normalement, le courant de charge minimum spécifié par le constructeur est de 10 mA. Et nous savons également, grâce à la loi d'Ohm, que nous pouvons calculer la valeur d'une résistance, si on connaît la tension et l'intensité qui la traverse. Et nous les connaissons. Selon la loi d'Ohm, R est égal à U, divisé par I. Donc, R1 est égal à 1,25 volts, divisé par I. Ici, la valeur réelle de I est la somme de l'intensité provenant de la broche de réglage, correspondant à 50 microampères avec celle traversant R1, qui est de 10 mA. Ce qui nous donne une intensité de 0,0105 ampères, ou 10,5 mA. De ce fait, 1,25 volts, divisé par 0,0105 ampères nous donne la valeur théorique de R1, qui est de 119,04 ohms. Vérifions avec le calculateur de la loi d'Ohm. Nous connaissons la valeur de U, qui est de 1,25 volts. Et celle de I, qui est de 0,0105 ampères. Notre calculateur nous confirme la valeur théorique de 119,04 ohms. Cette valeur, n'étant pas une valeur normalisée, nous choisirons une valeur standard s'en rapprochant le plus, soit celle de 120 ohms, de la série E24, à 5% de tolérance, ou, de préférence et pour plus de précision, je choisirai une résistance de 120 ohms, mais, dans la série E192, avec une tolérance de 0,5%. De plus, toujours selon la fiche technique, la valeur suggérée par le fabricant pour la résistance R1 se situe entre 100 ohms et 120 ohms. Cela confirme la précision de nos calculs jusque-là. Maintenant, la valeur de R1 n'est plus une inconnue. Sachant que R1 a une valeur fixe de 120 ohms, que l'intensité aux bornes des broches de réglage est de 10,4 mA, et que la tension de référence U3, aux bornes de R1,
est de 1,25 volts. Il ne manque plus que la valeur de R2. Les résistances R1 et R2, placées en série, ont un rôle de diviseur de tension. Pour ceux qui l'ignorent, un diviseur de tension comme celui que nous utiliserons dans ce projet, est un montage électronique simple, réalisé à partir d'au moins 2 résistances en série. Il permet de diviser une tension d'entrée. On l'utilisera ici pour créer une tension de référence. Prenons ce schéma pour exemple. La tension d'entrée correspond à la tension de 15,1 volts, appliquée ici aux 2 résistances en série. Pour cet exemple, nous la nommerons U1. On l'utilisera ce diviseur de tension pour créer une tension de référence que l'on nommera ici U2. Pour calculer la tension de référence obtenue par ce diviseur de tension, on appliquera cette formule, qui se lit ainsi, U2 est égal à la division de R2, par la somme de R1 et R2, multipliée par U1. La première étape consiste à faire la somme de R1 et R2. Donc 220 ohms, plus 2460 ohms, est égal à 2680 ohms. La seconde étape consiste à diviser la somme de R1 et R2 par R2. Soit 2460 ohms, divisé par 2680 ohms, ce qui nous donnera 0,9179 ohms, et quelques poussières. La dernière étape consiste à multiplier le produit de cette division par la valeur de U1, qui correspond à la tension d'entrée. Soit 0,9179 ohms, multiplié par 15,1 volts, qui nous donnera 13,86 volts. C'est la valeur de la tension de référence, U2. C'est très bien. Revenons à notre circuit de base. En ce qui nous concerne ici, la valeur de R2 nous est encore inconnue, ainsi que la tension de référence correspondant à U2. Pour calculer la valeur de R2, on doit connaître la valeur de la tension, U2. Avec les informations que l'on a déjà, c'est très facile. Pour connaître la valeur de U2, on commence tout simplement par déterminer la valeur de U1. La valeur de U1, c'est la valeur de la tension stabilisée que l'on souhaite prélever à la sortie de notre alimentation. Donc, si je veux une tension stabilisée de 15,0 volts à la sortie de cette alimentation, U1 est égal à 15,0 volts. Connaissant la valeur de U3, qui est égale à 1,25 volts, et maintenant celle de U1, que l'on a fixée à 15,0 volts, la plus simple des opérations à effectuer pour calculer la valeur de U2, consiste à soustraire U3 de U1. Donc, de U1, 15 volts, je soustrais U3, 1,25 volts, ce qui me donne la valeur de U2, soit 13,75 volts. Cette tension, U2, correspond à la tension de référence, qui sera appliquée à la broche 1, broche de réglage du LT1083. Maintenant qu'on connaît la tension de référence U2, à appliquer à la broche de réglage pour obtenir une tension stabilisée de 15,0 volts à la sortie de l'alimentation, il ne reste plus qu'à découvrir la valeur de la résistance, R2, car c'est la valeur de cette résistance, montée en série avec R1, qui déterminera cette tension de référence. Aussi, exactement comme on l'a déjà fait pour connaître la valeur de R1, on utilisera la même loi d'Ohm dont la formule est R est égal à U, divisé par I. Je traduirai donc, R2 est égal à U2, divisé par l'intensité de réglage. Mathématiquement parlant, R2 est égal à 13,75 volts divisé par 0,0104 ampères. Ou si tu préfères, 10,4 mA, ce qui nous donne la valeur théorique de R2 qui est égale à 1322,11 ohms. Comme cette valeur théorique n'est pas une valeur normalisée, on choisira la valeur normalisée qui s'en rapproche le plus, qui sera celle de 1,32 kΩ de la série E192, à une précision de plus ou moins 0,5%.
Ce calculateur réalisé sous Excel 2007, reprend intégralement toutes les étapes de calcul que l'on vient d'explorer pour définir, avec précision, la valeur de la résistance qui détermine la tension de référence à appliquer à la broche de réglage des circuits intégrés régulateurs de voltage LT1083, 1084 et 1085, pour obtenir la tension de sortie désirée et ceci, à une précision de 0,01%. J'ai réalisé ce calculateur en y intégrant toutes les constantes de façon à n'avoir qu'une seule variable à y ajouter pour connaître la valeur de la résistance qui déterminera la tension de sortie. Étant donné que l'on développe présentement le schéma d'une alimentation variable, capable de nous fournir 5 niveaux de tension précises et stabilisés de 5, 6, 9, 12 et 15 volts, je devrais trouver la valeur de R2 pour chacune de ces tensions. Ce calculateur va me permettre de connaître, instantanément et avec précision, la valeur de cette résistance. Tout ce que j'ai à faire c'est de préciser la valeur de la tension que je veux pouvoir prélever à la sortie de l'alimentation dans la cellule prévue à cet effet. Ce calculateur, ainsi que les 4 autres utilisés dans cette présentation, sont disponibles en téléchargement, grâce au lien que j'ai ajouté dans la description au bas de cette vidéo. Son fonctionnement est très simple. Il suffit d'entrer la valeur de la tension que je désire à la sortie de l'alimentation, se situant entre 3 et 17 volts, et d'appuyer sur la touche « Retour ». Ainsi, pour obtenir une tension stabilisée de 5,0 volts, la valeur de la résistance R2 sera de 360 ohms. En utilisant le calculateur du code de couleur des résistances, je saurai si cette valeur théorique de 360 ohms est une valeur normalisée. Cette valeur théorique de 360 ohms est effectivement une valeur normalisée, dans la série E24 avec une précision de plus ou moins 5%. Je pourrais m'en contenter, mais je recherche un peu plus de précision. J'opterai pour sa valeur la plus proche, soit celle de 361 ohms, se trouvant dans la série E192 qui m'offre une précision de 0,5%. Je répéterai ces mêmes opérations pour connaître la valeur de R2 pour chacune des autres tensions. Ainsi pour une tension de 6 volts. La valeur de R2 passera à 456 ohms. La valeur théorique de 456 ohms n'est pas une valeur standard. J'opterai pour la valeur supérieure la plus proche dans la série, E192 qui correspond à la valeur de 459 ohms. Après avoir dressé la liste des valeurs des résistances me permettant d'obtenir les 5 tensions de sortie stabilisées que je veux pouvoir prélever de mon alimentation, je peux poursuivre l'élaboration de mon schéma. Maintenant que nous savons comment utiliser le circuit intégré stabilisateur de tension, LT1083, je l'ajoute à notre schéma en prenant bien soin de m'assurer que la broche 3 soit reliée à la tension positive provenant de C1, tandis que sa broche 2 sera reliée directement au terminal de sortie de tension positive en rouge, indiquant par la même occasion qu'il s'agit du terminal de sortie positive de l'alimentation. Quant à la broche 1, correspondant à la broche de réglage, elle ira rejoindre nos 5 diviseurs de tension. Mais avant, je vais procéder à l'étape de filtrage de cette tension de sortie stabilisée. La tension stabilisée sortant de la broche 2 du LT1083 doit être filtrée afin d'éliminer les moindres résidus pouvant rester de la tension alternative. Pour bien filtrer cette tension stabilisée, j'ajouterai un condensateur électrolytique de 150 microfarads, nommé C3. Il sera directement branché en parallèle avec les sorties positives et négatives, en respectant, bien évidemment, la polarité de ce dernier.
Le rôle de C3 est de filtrer les basses fréquences résiduelles qui pourraient encore être présentes. Pour filtrer les plus hautes fréquences, j'ajoute un second condensateur de filtrage nommé C4. C'est un condensateur polyester, non polarisé de 100 nanofarad qui sera, comme C3, relié en parallèle avec la sortie de tension stabilisée. Parallèlement à C3 et C4, j'ajoute une résistance de charge, de 10 kΩ, nommée R11. Son rôle de charge minimale est de décharger C3 et C4 à la fermeture de l'alimentation. Elle est donc placée en bout de ligne, entre les sorties positives et négatives. Maintenant que le filtrage de la tension de sortie est assuré, j'ajouterai entre la broche d'entrée et de sortie de voltage du LT1083, une sécurité supplémentaire qui aura pour rôle de protéger le circuit intégré. Cette étape est facultative car le LT1083 possède déjà des protections internes. Par contre, pour plus de sûreté, je préfère me fier à mon expérience. Il s'agit d'une simple diode AN4002, ici nommée D1, dont la cathode est reliée à la broche d'entrée de voltage, et l'anode à la broche de sortie de voltage. Je poursuis le montage en ajoutant une seconde diode nommée D2, identique à D1, qui servira aussi à protéger notre circuit intégré. Comme on le voit ici, la cathode de D2 fait jonction entre l'anode de D1, la broche 2, sortie du LT1083, et le connecteur positif de la sortie de l'alimentation. Ensuite, je relie l'anode de D2 à la broche 1, du LT1083. Parallèlement à D2, j'ajoute une résistance nommée R5, c'est une résistance de 120 ohms, reliée d'un côté, au positif, et de l'autre, à la broche 1 du LT1083. Cette résistance d'une valeur fixe de 120 ohms, est le point commun pour réaliser les 5 diviseurs de tension nous offrant 5 niveaux de tension de sortie stabilisés et filtrés. Afin de s'assurer d'une bonne stabilité de la part du LT1083, je vais ajouter un condensateur électrolytique de 10 microfarad, nommé C2. Le positif de C2, relié à la broche de réglage, et le négatif, à notre sortie négative. Nous achevons le schéma de notre alimentation. Au départ, j'ai parlé d'une sélection de 5 niveaux de tension stabilisés. Comme on l'a vu précédemment, la valeur de la tension de sortie dépend de la tension de référence que nous appliquons à la broche de réglage du régulateur de voltage LT1083. Cette tension de référence est déterminée par le diviseur de tension formé de 2 résistances en série. Étant donné que nous voulons 5 niveaux de tension de sortie, nous aurons 5 valeurs de référence distinctes. Le point commun de nos diviseurs de tension est la résistance de 120 ohms, R5. Cette résistance est notre point de départ. Pour sélectionner l'une des 5 valeurs de référence, j'ajouterai un interrupteur rotatif ayant un pôle, et 5 positions. Ici nommé, S2. Le pôle de S2 est relié au négatif. C'est le pôle commun aux 5 positions. Comme on le devine déjà, le rôle de S2 est de sélectionner une des 5 valeurs de résistance qui déterminera la tension de référence à appliquer à la broche de réglage du transistor régulateur. Entre la position 1, de S2, et la jonction de R5, j'ajoute R6, une résistance de 361 ohms. Cette résistance en série avec R5 nous offre notre première tension de référence destinée à nous fournir une première tension de sortie stabilisée de 5 volts. Ensuite, entre la position 2, de S2, et la jonction de R5, j'ajoute R7, une résistance de 459 ohms. Cette résistance en série avec R5 nous offre notre seconde tension de référence destinée à nous fournir une tension de sortie stabilisée de 6 volts. Entre la position 3, de S2, et la jonction de R5, j'ajoute R8, une résistance de 750 ohms. En série avec R5, elle nous offre notre troisième tension de référence destinée à nous fournir une tension de sortie stabilisée de 9 volts. Entre la position 4, de S2, et la jonction de R5, j'ajoute R9, une résistance de 1,04 kΩ. En série avec R5, elle nous offre notre quatrième tension de référence destinée à nous fournir une tension de sortie stabilisée de 12 volts. Et pour terminer, entre la position 5, de S2, et la jonction de R5, j'ajoute R10, une résistance de 1,32 kΩ.
En série avec R5, elle nous offre notre 5e tension de référence destinée à nous fournir une tension de sortie stabilisée de 15 volts. Vérifions grâce au logiciel simulateur si nous avons bel et bien la précision souhaitée. Tout d'abord, je démarre la simulation. Je place l'interrupteur S1 en position marche, tandis que l'interrupteur rotatif S2 est en position 1. Le voltmètre à la sortie de l'alimentation nous indique que nous avons une tension de sortie stabilisée de 5,0 volts. Je place maintenant S2 à la position 2. Nous avons une tension de sortie stabilisée de 6,0 volts. Je passe de la position 2 à la position 3. Nous avons une tension de sortie stabilisée de 9,0 volts. Ensuite, je passe à la position 4. Nous avons une tension de sortie stabilisée de 12,0 volts. Et finalement, à la position 5. Nous avons une tension de sortie stabilisée de 15,0 volts. Cette simulation nous montre la précision de nos calculs. Nous avons bien une alimentation stabilisée et filtrée d'une excellente précision. Cet afficheur numérique avec écran LCD à rétroéclairage est pratique mais facultatif. Il supporte des tensions allant jusqu'à 100 volts et un courant continu de 20 ampères. Il affiche la tension en volts, le courant en ampères, la puissance en watts, et dispose d'un compteur d'énergie capable de stocker les données lors de la mise hors tension que l'on peut réinitialiser au besoin. Disponible sur le web pour moins de 20 $ canadiens. Il existe d'autres types d'afficheurs plus sensibles et à moindre coût qui feraient tout aussi bien l'affaire. Les connecteurs de type communément appelé banane, utilisés ici comme borne de liaison, rouge et noir sont des connecteurs pratiques. En plus d'assurer une bonne connexion, ils sont faciles à trouver et peu dispendieux. Il existe une grande variété de modèles. Le type de sélecteur utilisé est un interrupteur muni d'un pôle commun à 5 positions. Il existe différents modèles. Ici, j'ai opté pour 5 positions, afin de couvrir les valeurs de tension les plus utilisées. Si l'on voulait une plus grande plage de sélection, on pourrait opter pour un interrupteur rotatif allant jusqu'à 23 positions. Il suffirait d'ajouter, à chaque position, une résistance calculée de manière à obtenir la tension de référence voulue. Les LED témoins utilisés ici sont très courantes. Le choix des modèles est incalculable. C'est une question de goût ou de disponibilité autant pour les couleurs, leur taille, ou les modèles. L'important est d'en connaître leurs spécifications. Quant à l'interrupteur, marche, arrêt. Il s'agit d'un simple interrupteur à un pôle, une position. N'importe quel interrupteur d'au moins 5 ampères fera l'affaire. Pour ceux qui préfèrent encore plus de latitude, on peut très bien remplacer ces diviseurs de tension fixe par un diviseur de tension variable. Pour ce faire, on n'a qu'à remplacer l'interrupteur rotatif de 5 positions par un potentiomètre de 2 kΩ, à une précision de 1%, placé entre une première résistance de 174 ohms et une autre de 5,11 kΩ, toutes deux d'une précision de 1%. Cette combinaison nous permettra d'obtenir une résistance variable capable de couvrir une plage de 169,8 ohms à 1,52 kΩ, qui nous offrira une tension ajustable et stabilisée se situant entre 3,0 volts et 17,1 volts. Comme on peut le voir ici, lorsque R6 est à sa position minimale, on obtient une résistance totale de 169,8 ohms. Ce qui a pour effet de délivrer une tension de sortie stabilisée minimale de 3,0 volts. À mesure que l'on augmente R6,
La résistance augmente entraînant parallèlement l'augmentation de la tension de sortie. Voilà qui conclut cette présentation. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.